Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce jeudi. Olivier Grondeau est libre et de retour en France. Il était emprisonné en Iran depuis octobre 2022. Ce Français aura 35 ans la semaine prochaine. Il avait fait part de sa détresse depuis sa cellule il y a quelques semaines. Le Quai d'Orsay diffuse ce matin l'image de l'avion qui l'a ramené en France. On y reviendra dans le journal de 11h. Face au désengagement américain, l'Europe peut-elle devenir un géant de l'industrie de défense ? C'est l'une des questions au cœur du Conseil européen qui commence aujourd'hui à Bruxelles. Les 27 veulent pouvoir se défendre seuls d'ici à 2030. Ils ne sont pas forcément raccords sur la façon d'y parvenir. Ça sera au cœur du prochain journal. Mais aujourd'hui, dans Parlons-en, je vous propose un voyage dans le Japon médiéval. Fin du XVIe siècle, aux mains des shoguns, c'est le décor du nouvel opus de Assassin's Creed Shadows, le jeu vidéo à succès d'Ubisoft qui sort aujourd'hui. C'est peu dire que les fans l'ont longtemps attendu. L'occasion de nous pencher sur cette industrie du jeu vidéo qui brasse des dizaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires ou d'euros, c'est selon. Une industrie ultra concurrentielle qui s'arrache des joueurs de tous horizons. L'occasion aussi de parler d'une culture jeu vidéo aussi populaire qu'elle est méconnue des non-initiés, voire méprisée. Jeu vidéo, la revanche des geeks. Question posée à nos invités, Raphaël Granier de Cassagnac, Sylvain Trinel, et on sera rejoint dans un instant, je l'espère, par Jennifer Lufo. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en, et c'est parti. Bonjour, Raphaël Granier de Cassagnac. Vous êtes bienvenue sur ce plateau. Vous êtes fondateur de la chaire Sciences et Jeux vidéo de l'École Polytechnique qui a été financée par Ubisoft, président de la société Siphon Games, dont le premier jeu, Exographer, est récemment sorti. Bonjour Sylvain Trinel. Bonjour. Journaliste à Tech & Co. Vous animez le podcast Manette à 3. C'est peu de dire, je le disais, que les fans l'ont attendu cette sortie, d'abord annoncée à la mi-novembre, puis à la mi-février. Cette fois, nous y voilà, jour de sortie mondiale d'Assassin's Creed Shadows, nouvel opus de la saga à grand succès du géant français Ubisoft. Avant que vous me disiez si c'était la peine d'attendre, on va regarder quelques images. Nous sommes donc dans un Japon médiéval, fin du XVIe siècle. Bilal Tarabé nous fait un aperçu de l'ambiance. Éteindre la lumière et réécrire l'histoire. Assassin's Creed Shadows se déroule dans le Japon du XVIe siècle. Ces commerçants européens en quête de richesse, ces seigneurs ambitieux. Et pour survivre dans une forêt d'intrigues, les joueurs et les joueuses incarnent deux personnages au choix, l'espionne Naoe et le samouraï Yasuke. Et c'est là que les polémiques commencent. Car si Yasuke a réellement existé, une pétition au Japon a recueilli 100 000 signatures pour dénoncer le fait que ce guerrier noir soit désigné dans le jeu avec le titre honorifique de samouraï. Ubisoft pointe du doigt des militants conservateurs et rappelle que le studio a travaillé avec une dizaine d'experts et d'historiens spécialistes de la période. Je tiens à saluer l'incroyable talent et le dévouement de toute l'équipe d'Assassin's Creed qui a travaillé sans relâche pour faire en sorte que Shadows tienne les promesses de ce qui est le jeu le plus ambitieux de la franchise à ce jour. Ambitieux, mais aussi crucial, car ces 10 dernières années ont été mauvaises pour la locomotive française du jeu vidéo. Des sorties décevantes, y compris sur la saga Star Wars, une action qui est passée de 100 € à moins de 13 € et le procès en cours de 3 anciens dirigeants accusés de harcèlement moral et sexuel systémique. Une première bonne nouvelle peut-être pour les 18 000 employés du studio, les notes des critiques pour ce 17e volet de la saga sont très bonnes. Voilà, on va revenir sur les enjeux pour Ubisoft et pour l'industrie en général dans un instant. Mais d'abord, effectivement, les premiers échos sont plutôt bons. Vous avez joué tous les deux à Shadows, alors, verdict ? C'est un très beau jeu. Oui, alors peut-être pas le jeu le plus ambitieux comme veut le faire croire Yves Guillemot, mais en tout cas, c'est à la hauteur de ce que l'on attendait de cet épisode-là. C'est très très beau. C'est le Japon, enfin, qui est une période qui était très attendue des joueurs. Donc je pense que... Pourquoi ? C'est vrai que Ubisoft
Ubisoft avait été sollicité pour montrer pourquoi cette période pourquoi ça plaît aux gamers spécifiquement ce Japon médiéval? Parce que le Japon, c'est de toute façon intimement lié aux jeux vidéo. Donc la plupart des fans de jeux vidéo sont aussi fans de la culture japonaise, etc. Et c'est vrai que de toute façon, on l'a vu avec le succès de Ghost of Tsushima, qui est un peu le même principe sur PlayStation, qui a montré la voie en disant voilà, un jeu en monde ouvert dans un Japon féodal, c'est possible. Effectivement, Ubisoft du coup s'y est mis un peu sur le tard, mais a fini par s'y mettre, alors que jusqu'à présent, ils allaient plutôt sur la révolution américaine, etc. Puis c'est vrai que c'est très graphique, quoi. C'est magnifique. Raphaël Granier, votre verdict? Oui, je confirme. Moi, j'ai fait le prologue hier soir. J'en suis que là. Et effectivement, graphiquement, le jeu est absolument magnifique. Et se promener dans le Japon médiéval, je pense que c'est effectivement très attendu de nombreux joueurs. Comme vous le disiez, le Japon est une des très grandes nations du jeu vidéo depuis longtemps, avec 2 consoliers qui en viennent. Donc c'est très très attendu. On verra ce que les joueurs diront à l'usage. C'est eux qui vont donner le verdict final. Bien sûr, et l'enjeu est important. Yasuke, le samouraï à la peau noire, on vient d'en parler, dont la présence dans le jeu a valu beaucoup de critiques à Ubisoft. Bilal Tarabé en a rappelé quelques-uns. Ce qui est intéressant dans cette histoire aussi, c'est que sa figure fait quand même assez écho à l'histoire, à l'endroit où se trouve en ce moment Ubisoft. C'est un guerrier qu'on a dit plusieurs fois décédé, à la dérive finie, qui a fini toujours par ressusciter. Et là, pour Ubisoft, on le disait à l'instant, la société française joue très gros. C'est tout ce qu'on leur souhaite, de revivre comme Yasuke dans Shadows. La problématique d'Ubisoft, de toute façon, elle est avant tout économique. On le dit dans le sujet, Star Wars Outlaws, qui a été la grosse production de 2024, n'a pas du tout fonctionné. Enfin, ça a été vraiment un échec financier et globalement au niveau des critiques. Avatar, qui sort en 2023, pareil, qui était pourtant basé sur une licence multimilliardaire au cinéma. Il y a un gros souci. Et est-ce que Shadows va permettre à Ubisoft de, on va dire, pas renaître de ses cendres, parce que ça va quand même, c'est pas non plus, mais repartir comme il y a 10 ans, c'est tout le mal que je leur souhaite en tout cas. Je salue Jennifer Lufo. Bonjour Jennifer. Bonjour. Merci beaucoup de nous rejoindre pour participer à cette discussion. Vous êtes chroniqueuse jeux vidéo à RFI, à la Radio Monde, bien sûr, partenaire de France 24 et consultante en authenticité narrative. Vous nous expliquerez tout à l'heure ce que ça veut dire. On évoquait le moment particulier que représente cette sortie de Shadows pour Ubisoft. On l'évoquait dans le reportage à l'instant. Il y a eu récemment plusieurs studios de production qui ont été fermés après les échecs de certains jeux, comme le rappelait Sylvain à l'instant. Il y a eu des conflits sociaux, des scandales de harcèlement, le procès qui est en cours aujourd'hui. La boîte joue gros là. Ouais, ça commence à faire beaucoup pour Ubisoft. Mais je pense que ce que les joueurs attendent beaucoup, c'est parce qu'il y a une grosse fanbase en fait d'Assassin's Creed, c'est de savoir si enfin un jeu Ubisoft va leur plaire. Parce que depuis plusieurs années, ils ont l'impression que les studios ne les écoutent plus. Et c'est aussi pour ça que les échecs commerciaux se suivent. Donc c'est aussi peut-être la dernière chance pour Ubisoft d'arriver à sortir la tête de l'eau et puis montrer qu'ils sont capables de faire un très beau gros jeu, puisque c'est leur licence la plus grosse et la plus intéressante. Donc ils misent tout là-dessus, j'ai l'impression. Raphaël Granier, il y a une French touch dans le jeu vidéo aujourd'hui. Et si oui, comment est-ce qu'on la définirait? Alors je suis pas sûr de savoir la définir, mais oui, il y a une French touch dans le jeu vidéo. Il y a dans le jeu vidéo, dans le cinéma d'animation, enfin il y a des écoles de jeux vidéo et d'images animées en France qui sont exceptionnelles, qui s'exportent très bien d'ailleurs. Il y a énormément d'étudiants qui sont formés en France qui vont travailler à l'étranger. Je pense que c'est un héritage culturel qui remonte à très loin et à tous les médias qu'on a digérés au fur et à mesure des siècles, et qui arrivent effectivement et qui se retranscrivent jusqu'aux jeux vidéo et aux autres médias les plus modernes, quoi. Le savoir-faire français, Sylvain Trunel, c'est l'héritage d'une longue histoire de la création. Oui, ça c'est sûr. Et puis il y a plusieurs grosses licences qui sont nées en France. On parle de Rayman, par exemple, le studio Quantic Dream qui se trouve à Paris et maintenant à Montréal. Et bien aujourd'hui a fait partie de ces studios les plus importants et qui sont donc français. On a aussi énormément d'indépendants. Ça, faut pas les oublier parce que ça représente la majeure partie des jeux français. Donc c'est un vivier de talent qui est assez énorme et de fait, il faut pas les cacher derrière les clichés que l'on peut avoir du jeu vidéo. Jennifer Lufo sur la patte française. Oui, moi je pense tout de suite aussi aux éditeurs et aux studios qui se trouvent en France, même s'ils ne sont pas forcément français. Je pense par exemple à Arkane qui est basé à Lyon et qui travaille sur le gros projet Marvel's Blade. C'est quand même un jeu Marvel, on ne parle pas de n'importe quoi. Je pense à Dontnod aussi, dont on a parlé. Donc effectivement, il y a un vrai pôle de talent et surtout du côté des indés. Je pense que c'est du côté des indés qu'il faut commencer à regarder de plus près pour les prochaines années.
La mauvaise passe d'Ubisoft, pour en revenir à Shadows, correspond à un moment compliqué. Vous m'arrêtez si je me trompe, pour le monde du jeu vidéo. Alors, c'est pas que les jeux ne s'achètent pas, si je comprends bien, mais c'est que l'industrie du jeu vidéo a beau générer des dizaines de milliards de dollars de revenus, c'est que l'univers, l'industrie est de plus en plus concurrentiel, Sylvain. Ça coûte cher de développer un jeu, de plus en plus cher. On sait combien ça coûte là, un jeu comme Shadows? Ça coûte ça doit, des centaines de millions de dollars. même entre 250 et 300 millions de dollars probablement. Le prochain GTA 6, il devrait atteindre plus de 500 millions de dollars de budget, ce qui est énorme. Et en fait, c'est même plus que certains gros films Marvel. Oui, c'est plus qu'un blockbuster. C'est plus qu'un blockbuster cinématographique. Donc clairement, ça coûte de plus en plus cher. Donc il faut très vite le rentabiliser. Donc ils font un choix de faire de ce qu'on appelle des jeux à service, donc qui vont être mis à jour au fur et à mesure des mois, des années, etc., avec du contenu gratuit et payant, pour essayer de rentabiliser au maximum. On va arrêter les exclusivités. Xbox, par exemple, sort désormais ses jeux sur PlayStation, tout simplement pour rentabiliser le développement. Et donc tout ça, mis bout à bout, en plus du fait qu'on a eu tout cet argent gratuit avec le Covid, etc., à un moment donné, il a fallu arrêter tous les coups. Et c'est ce qui a donné en 2024 l'une des pires années du jeu vidéo, avec énormément de studios et de licenciements fermés. Raphaël Granier, c'est des studios qui peinent à rentrer dans leurs frais, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Vous le disiez, le revenu du jeu vidéo dans le monde, c'est même des centaines de milliards. En fait, c'est à peu près 200 milliards aujourd'hui dans le monde, 6 milliards en France, à peu près. C'est énorme, c'est énorme. Et en croissance. Et en croissance. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui jouent et de plus en plus de gens qui achètent des jeux, qui consomment des jeux, même si l'argent n'est pas forcément la seule mesure du succès. Sachant qu'un jeu, c'est cher à l'achat. Alors ça dépend lesquels, il y en a qui sont pas chers, ça dépend vraiment de... quand on va vers les jeux indépendants, les jeux peuvent être beaucoup plus abordables, ça commence à 5 euros. Un très bon jeu indépendant, ça peut valoir 5 euros, 20 euros. C'est aussi ce qui crée ce débat de est-ce qu'il faut que les jeux soient un peu plus chers, vu qu'ils coûtent tellement cher aussi à produire. Et on parlait du jeu vidéo en tant que première industrie culturelle maintenant, devant le cinéma et d'autres secteurs, mais ça n'explique pas non plus pourquoi. En fait, il y a une dissonance entre le fait qu'on gagne tellement d'argent dans le jeu vidéo et pourtant on licencie quand même en masse. Donc c'est vraiment deux choses comme ça qui s'opposent et les gens ne comprennent pas en fait pourquoi ça se passe. Les gens ont de moins en moins de temps surtout en fait pour jouer. Par exemple FIFA, qui est la plus grosse vente chaque année avec Call of Duty, cette année, en 2024 pardon, on l'a vu avec les résultats financiers d'Electronic Arts, on voit que ça commence à baisser parce que les gens ont de moins en moins de temps à accorder à des jeux et donc ils choisissent peut-être mieux leurs jeux vidéo. L'immense majorité des joueurs, ils vont avoir 2 jeux par an. Donc, ce qui est très peu. Donc, en fait, il faut choisir. Et à 80 € le jeu, il faut bien choisir, effectivement. Et on voit que la base de joueurs de FIFA, elle est en train de baisser petit à petit, inexorablement. Donc, il y a une baisse de revenus aussi qui est inexorable. Et donc, c'est un vrai problème. Et aujourd'hui, peut-être faut-il moins produire, mais produire mieux et convaincre les gens. J'ai lu ce chiffre, peut-être, vous me direz si c'est le bon, 20 000 jeux publiés en 2024, c'est vrai que c'est une offre sidérante, alors c'est très éclectique, on l'a compris, il y a les studios indépendants et puis les grosses maisons. Tiens, on évoquait GTA qui va sortir, le nouvel opus va sortir là à l'automne, je crois, on va regarder quelques images avant de poursuivre notre discussion. She tried to make my world the way she thought it should be. Yeah, we were desperate then to have each other in the whole, but love is a long road. Yeah, love is a long road. Well, look who's back. Voilà, 6e épisode de GTA, une des franchises culturelles les plus successful, j'allais dire, les plus importantes de l'histoire. Ça sera à l'automne, sur les 20 000 jeux qui sortent par an. Donc sur Steam, l'année dernière, qui est la plateforme pour les jeux PC, il y a effectivement 20 000, 16 000, quelque chose comme ça, jeux qui sont sortis. Ils ne sont pas tous de la qualité de ceux dont on est en train de parler, bien évidemment. Et même donc, si on restreint aux jeux qui passent un certain seuil sur Steam, il y a une définition d'un certain seuil, on est plutôt sur 4 000 sur une année. Et donc voilà, quand on sort son jeu, comme on l'a fait nous, le jour où on sort son jeu, il y a 10 jeux qui sortent en même temps. Et la question pour tous les producteurs de jeux, c'est comment réussir à être visible des joueurs. En fait, c'est ça la vraie raison pour laquelle la crise est un peu
en tension, c'est qu'il y a une offre énorme. Ouais. En fait, il y a de plus en plus de joueurs, mais l'offre va plus vite que les joueurs n'arrivent à suivre, quoi. Alors pour revenir au mastodonte GTA, c'est 200 millions de ventes à travers le monde et il y a quelque chose d'assez paradoxal et c'est là aussi où je voudrais qu'on aille dans cette émission qui me fait penser à une émission qu'on a faite récemment sur le rap. C'est une culture très forte commercialement à Jennifer Lufo, le jeu vidéo. Et paradoxalement, donc, c'est relativement ignoré, méconnu, voire méprisé par une partie de la population. C'est assez fascinant quand même. Oui, on est encore, alors, même si on a de plus en plus de joueurs, il reste quand même une grande partie de la population qui joue pas forcément, ou en tout cas qui ne connaît pas très bien le média, et du coup ça crée beaucoup de stéréotypes. Je pense que pendant longtemps, les joueurs et les joueuses ont été stigmatisés du fait de leur appartenance à ce groupe, à un groupe social plutôt... à la base, on imagine plutôt les gamers comme étant des individus assez asociables, qui restent dans leur coin, dans une chambre sombre et ne sortent pas de la maison. Le geek asocial qui a raté sa vie. C'est un peu ça, mais ça a beaucoup évolué aussi avec le temps. On a tout plein... La pop culture a montré et mis en avant, valorisé les jeux vidéo et les joueurs de jeux vidéo. Je pense à The Big Bang Theory, qui est quand même une série à grand succès, qui a aussi montré une image différente, qu'on pouvait apprécier en fait les geeks. Et c'est aussi toute une éducation finalement à refaire, j'ai envie de dire, vis-à-vis de la population, pour leur montrer que les jeux vidéo, c'est pas que ce que eux ils voient. Déjà, rien que l'image même du gamer en soi, un gamer, ça peut aussi me ressembler à moi. Parfois, c'est forcément un adolescent boutonneux, surtout quand on sait que le joueur moyen aujourd'hui a 39 ans, il n'est pas du tout adolescent. Donc, c'est plein de choses comme ça qui ont évolué avec le temps. Ça peut ressembler aussi, si nous écoute un directeur de rédaction. Alors justement, quel est le profil du joueur aujourd'hui pour préparer cette émission? Je voyais ces chiffres du syndicat des éditeurs de logiciels et de loisirs. 70% des Français jouent à des jeux vidéo. Égalité hommes-femmes, 51% d'hommes, 49% de femmes. Ça balaye quand même beaucoup de clichés. 84% des gamers aujourd'hui sont des adultes. Et 52% de la population française qui joue au moins une fois par semaine. J'imagine, Sylvain, que c'est à peu près pas partout pareil dans le monde. Il faut temporiser un petit peu quand même ces chiffres, parce qu'évidemment, en fait, c'est quelqu'un qui a touché à un jeu vidéo une fois sur les 12 derniers mois. Voilà, c'est le genre d'enquête. Mais en réalité, oui, ça traduit de toute façon un changement énorme opéré au début des années 2000 avec la Wii, qui a été, je pense, le chemin pris par énormément de gens pour commencer le jeu vidéo. Puis après, il y a le jeu sur mobile qui a là tout explosé. Mais oui, c'est le cas partout dans le monde. Et à côté, c'est pour ça que c'est toujours assez étrange de voir que les jeux se vendent moins alors qu'il y a de plus en plus de joueurs. Simplement, c'est parce que les jeux coûtent plus cher, ou alors les gens font des choix peut-être plus raisonnés, et c'est peut-être ça qui est bien aussi. Je m'interroge sur la présence quand même de ces sujets. Ça fait quand même longtemps que je fais de l'information en continu. C'est assez rare qu'on fasse une émission sur les jeux vidéo, qu'on prenne le temps de parler, non pas nécessairement de la sortie de tel ou tel jeu. On n'est pas là pour faire de la publicité, mais c'est vrai que c'est quand même assez absent, quoi. Des représentations culturelles, il n'y a quand même pas beaucoup d'expositions sur les jeux vidéo, sauf erreur de ma part. Qu'est-ce que ça vous évoque, Raphaël Granier? Non, mais c'est vrai, mais on est sur le bon chemin là, parce que, comme on l'a dit, alors d'autres chiffres, 50% des gens jouent au moins une fois par semaine. Donc, on passe de 70 à 50%, c'est déjà beaucoup. Et c'est dans les sphères, je dirais, de pouvoir que les gens ne jouent pas encore, mais dans la population, c'est un média extrêmement populaire. Les enfants, tous les enfants jouent. 97% de nos enfants jouent. Beaucoup jouent avec leurs parents, qui étaient eux-mêmes des joueurs quand ils étaient adolescents. Donc c'est en train d'avancer. Petit à petit, les joueurs conquièrent le monde, je dirais. Et si on est là, c'est qu'on est sur le bon chemin. Est-ce qu'il y a là-dedans, Jennifer Lufo, le fait qu'on n'attribue pas encore aux jeux vidéo et à la pratique du jeu quelque chose de l'ordre de la pratique culturelle et de la pratique artistique? Ouais, j'ai l'impression qu'on est toujours beaucoup dans, encore une fois, cette stigmatisation. Alors, rien que récemment, là, on revient sur un sujet assez sensible, mais on a eu la mort de la petite Louise, et des personnalités publiques et même du gouvernement ont parlé de cette affaire et ont en fait mis, on va dire, ont remis en cause la personne qui est auteur de ce crime-là, en disant que c'est parce que c'est une personne qui joue aux jeux vidéo, qui traitait ensuite les personnes qui jouent aux jeux vidéo de demeurer. Donc, on voit bien que déjà il y a une vraie méconnaissance, parce que les études ne prouvent absolument pas qu'il y a une certaine violence qui peut être liée à la pratique du jeu vidéo. Ça vient plutôt tout simplement du mental et de la psychologie des personnes, et non pas causé directement par un jeu vidéo en particulier. Donc c'est ce genre de choses. Et puis en termes d'impact, on a aussi, vous avez tous vu pendant les Jeux Olympiques, on avait ce personnage-là qui traversait les toits de Paris. Ça, c'est une grande référence à quelque chose d'assez iconique dans le monde du jeu vidéo, puisque c'était une reprise d'Assassin's
Assassin's Creed d'Ubisoft. Donc on voit bien qu'il y a un impact culturel qui est présent, mais il y a quand même une résistance de la part des gens parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de ce que le jeu vidéo pourrait apporter dans la vie, notamment des parents pour leurs enfants. C'est des craintes que je reçois régulièrement, des personnes qui me disent voilà, moi j'ai peur qu'ils passent trop de temps, j'ai peur qu'ils parlent à des inconnus sur Internet et que ça se passe mal. Et ce sont des craintes qui sont absolument fondées, mais en tant que parent, c'est important de accompagner en fait la pratique de son enfant. Et puis aussi de montrer à leur enfant que s'ils jouent uniquement par exemple à du Fortnite, en fait il y a plein d'autres jeux qui sont disponibles, il n'y a pas que Fortnite ou Call of Duty, etc., Valorant, etc. C'est aussi leur montrer la variété, la diversité qui est présente dans le secteur. Et puis pourquoi pas, s'ils sont réellement intéressés, leur dire que ça pourrait être aussi une carrière en fait pour eux. Donc les accompagner, j'en sais rien, à des conventions, à des forums en fait du jeu vidéo qui existent, puisque l'une des choses pour améliorer cette industrie, c'est aussi de créer, à mon sens, une diversité de profils qui vont y participer. Donc on a tous en fait finalement une responsabilité pour changer ça. Pour revenir sur le sujet de la violence, c'est un serpent de mer médiatique, le lien entre jeux vidéo et violence. Combien de fois on a entendu effectivement, c'était notamment le cas au moment des attentats de Paris, dire que tel ou tel terroriste ou criminel le serait parce que aussi il serait confronté en permanence à des images violentes. On va regarder l'un des jeux qui est souvent cité quand on évoque ce sujet, c'est Call of Duty. On va regarder quelques images et on continue notre discussion juste après. Panthéon a infiltré la pègre d'Avalon. Il en a après les réseaux criminels mondiaux. Tout est question d'influence et de contrôle. C'est quoi le plan? Il est temps de vous salir les mains. Meilleure bande-son, clairement. Il y a quand même, et Call of Duty en est l'exemple, Sylvain Trinel, une culture de la violence quand même dans le jeu vidéo, dans laquelle il se complaît. On ne peut pas dire que Call of Duty, ce n'est pas un jeu violent. Non, oui, c'est sûr qu'effectivement, Call of Duty est l'exemple à ne pas suivre si on veut faire un jeu simple et mignon. Mais ça, effectivement, je rejoins le truc, c'est qu'en fait, les études ont montré de toute façon que le jeu vidéo peut avoir un effet bénéfique, davantage que d'avoir un effet qui peut changer, je pense, l'état d'esprit des gens de la manière la plus négative qui soit. Je vais prendre mon exemple personnel. Moi, j'étais pas très sociable quand j'étais gamin. Et en fait, les jeux vidéo m'ont aidé à mieux m'affirmer, à discuter avec des gens, et surtout à comprendre tout un tas de mécaniques. Et ça, en fait, on l'oublie un peu trop. En fait, la manière dont le jeu vidéo va permettre à des gens d'évoluer dans le bon sens. Call of Duty, oui, c'est un jeu violent dans lequel on tue des gens, mais en fait, il y a aussi un gameplay qu'il faut comprendre, qu'il faut maîtriser. Et ça, ça va au-delà de la violence, en fait. Bien sûr, c'est un contexte, Call of Duty, tout comme Assassin's Creed d'ailleurs, est un jeu violent. Mais il y a tout ce que ça apporte. Ubisoft a fait énormément, typiquement, pour la partie culturelle, avec un spin-off qui faisait un peu musée, dans lequel on pouvait se balader et en apprendre davantage, en fait, sur l'univers dans lequel le jeu se déroulait. Tout ça, en fait, à force de partir sur des clichés un peu faciles, sur voilà, le jeu vidéo, c'est pas bien, ça rend violent, on en oublie tout ce que le jeu vidéo peut véritablement apporter. Ça n'empêche pas qu'il y a des jeux vidéo violents. Alors, il y a des contrôles parentaux aujourd'hui qui marchent très bien auprès des enfants. Mais pour revenir sur ma comparaison avec le cinéma, elle est intéressante. On a dit rarement de criminel, il est devenu violent parce qu'il a vu un film violent au cinéma. Et c'est là qu'on n'accorde pas le même statut à un jeu vidéo. On lui accorde pas le statut d'élément culturel, puisqu'on l'accuse précisément de créer... Vous voyez ce que je veux dire? La réponse que j'ai à cette question-là, c'est que je pense que les gens qui accusent ne jouent pas aux jeux vidéo, ils savent pas ce que c'est, en fait, alors qu'ils vont au cinéma. Oui, voilà. Donc, comme ils vont au cinéma, si le cinéma était la cause de la violence, ils seraient violents aussi. Donc, ils disent pas que le cinéma est violent. Par contre, comme ils jouent pas aux jeux vidéo, qu'ils savent pas, c'est l'inconnu, ça fait peur. Donc, ils l'accusent comme ça. On l'a vu au début de la vidéo, il y a de la signalétique. Donc, si on veut pas que nos enfants jouent à des jeux violents, c'est facile. Il y a le PEGI 18 là pour Call of Duty.
C'est clair. Et là aussi, on a vu 3 jeux vidéo qui sont plutôt violents. Il y en a plein qui le sont pas du tout, en fait. Oui, entre ça et qui Mario, marchent relativement bien. Alors pourquoi les blockbusters sont violents ? Je pense que intrinsèquement, la société dans laquelle on vit aujourd'hui est relativement violente, elle assez anxiogène. Ce qu'on montre aux actualités, c'est assez violent, et donc on se complaît un peu dans ce truc-là. Il ne faut pas s'étonner que les gens aiment les jeux violents quand ils sortent. Et comme vous le disiez, ils ont une valeur au-delà de la violence de gameplay qui sont importantes, quoi. On va refaire redescendre un peu l'attention sur ce plateau. On va regarder quelques images de Zelda, ça va nous faire du bien. Depuis les temps les plus reculés, l'histoire de la famille royale d'Hyrule est intimement liée à celle du fléau, ce monstre que l'on nomme Ganon. Voilà, Nintendo pour Zelda. Est-ce qu'il a un statut particulier, Zelda? C'est ce qu'on appelle un jeu de... Le Jeu mot me d'aventure, manque, voilà, un jeu tout simplement, peut-être. Zelda, c'est un jeu très mainstream aujourd'hui. Maintenant, je crois que ça fait partie quand même des licences très, très appréciées de Nintendo. Au-delà de Mario et compagnie, ça fait partie des grosses licences. C'est devenu très mainstream et c'est un jeu finalement pour tout le monde, aussi bien pour les plus petits, les moyens, les grands. Voilà, tout le monde peut jouer à Zelda. Un mot sur Zelda? Ouais, licence culte, je pense qu'avec la Switch, le succès de la Switch, la licence est devenue ce qu'on appelle un console seller. De toute façon, ce que c'est. alors un console seller, c'est un jeu qui permet à une console de se vendre. Et c'est vrai qu'avant, Zelda ne l'était pas. C'était une licence qui se vendait, mais pas qui permettait de vendre des consoles. Et c'est vrai que cet épisode, qui est Breath of the Wild, a tout explosé. On parle de plus de 30 millions de ventes, ce qui est énorme. Et la suite s'est vendue à plus de 20 millions d'exemplaires. Clairement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert le jeu vidéo sérieux, on va appeler ça comme ça, avec cet épisode-là, en s'achetant une Switch. Autour de moi, j'ai quantité de gens qui me disent qu'ils ont commencé le jeu vidéo avec Breath of the Wild. L'impact sur les esprits de ce jeu-là est considérable. Donc oui, il a évidemment un statut particulier. J'ai appris en me préparant cette émission qu'il y avait des jeux, j'espère ne pas dire une bêtise, des jeux AAA les plus chers à produire. C'est comme les andouillettes, c'est un jeu AAA, Zelda. Oui, c'est un jeu à plus de 100 millions de dollars de budget. Raphaël Granier, sur Zelda. Oui, c'est pas culte. Oui, une anecdote, le deuxième opus, je pense que je sais pas si je me trompe, mais je pense que c'est le premier jeu pour lequel les Fnac et les Micromania ont ouvert à minuit pour le sortir le jour J, comme on a fait pour certains films extrêmement connus. Pareil, on ouvre les cinémas à minuit pour sortir un jeu culte. Donc ça en soi, ça prouve bien que c'est culte. Et puis c'est magnifique. Zelda. On peut se perdre à l'infini. L'horizon est magnifique. Alors précisément pour partir sur cette beauté et l'objet en tant que tel, Zelda c'est peut-être moins vrai, mais pour revenir sur Shadows qui sort aujourd'hui, Jennifer Lufo, parce que vous êtes consultante, je le rappelle, en authenticité narrative, il y a une vraie recherche dans certains jeux aujourd'hui sur le fait de proposer des structures très historiques, très réaliste, d'où le travail que vous faites. Expliquez-nous. Ouais, en gros, c'est tout simplement, si je vous prends l'exemple d'Ubisoft pour Assassin's Creed Shadows, on est sur un jeu qui se déroule au Japon, dans le Japon féodal, donc forcément, ils ont fait appel à des consultants, à des théoriciens, à des historiens pour les aider donc à retranscrire de manière authentique finalement le jeu. Et pourtant, malgré tout, il y a eu ça a fait polémique. C'est-à-dire que, par exemple, on a vu des images de personnages, en fait, de personnes qui jouaient Yasuke dans le jeu et qui détruisaient un temple, typiquement. Et ça fait réagir un ministre japonais qui a dit « Ah là là, mais du coup, ça veut dire qu'on va se mettre... » On en revient toujours quand même à l'accusation de la violence. C'est toujours un petit peu ça, mais pour eux, c'était une instrumentalisation et c'était un manque de respect pour le Japon. Donc, en fait, Ubisoft n'a peut-être pas anticipé le fait qu'on puisse avoir ce type d'action-là dans le jeu. Et pourtant, c'est très
offensant derrière pour les Japonais. De l'autre côté, il y a Donc les eu consultants aussi, ont mal fait leur boulot en fait. c'est-à-dire que s'ils m'avaient pas vous appelé, peut-être que ça serait passé différemment. Mais je suis pas du tout spécialiste du Japon, donc je laisserai la place à Oui, d'autres bien sûr, personnes sur le sujet. Mais c'est vrai que c'est vraiment un rôle qui permet non seulement d'être dans l'authenticité, mais aussi d'explorer en fait une certaine créativité pour les développeurs qui pensent pas forcément à certains éléments, certains sujets. Donc l'idée, c'est pas du tout de censurer ou de dire vous ne pouvez pas faire ça, vous allez manquer de respect à telle ou telle population. Non, c'est vraiment de dire voilà ce que nous on vous recommande parce que voici comment ça va être perçu. C'est un peu identifier les risques en amont de ce qui va se passer à la sortie du jeu. Comment est-ce que les Japonais vont vivre le fait que vous les dépeignez de cette manière-là? Et c'est hyper important aujourd'hui. On voit que les Japonais réagissent énormément et que les joueurs et les joueuses pour Assassin's Creed Shadows attendaient vraiment ce jeu qui se déroule au Japon. Donc c'est aussi normal qu'il fasse autant de buzz, qu'il fasse autant parler de lui, parce qu'il y avait beaucoup d'attentes, notamment au niveau culturel, parce qu'on sait qu'en plus, les joueurs et les joueuses, en tout cas en Occident, en France, aux États-Unis, ont une grande appétence pour les contenus japonais. On est fan de manga, d'animé, de tout plein de choses. Donc beaucoup d'attentes sur celui-là en particulier. Et une autre erreur que Ubisoft a faite encore dans le jeu, selon certains, c'est le fait d'avoir créé des figurines, des espèces de portes en fait, qui ont été mal assemblées. Et en fait, voilà, au Japon, on ne met pas ces figurines-là dans un certain sens. Et ça, c'est aussi un énorme manque de respect. Et c'est des choses qu'ils auraient pu voir d'avance s'ils avaient consulté aussi les bonnes personnes. Ce que ça dit, Sylvain Trinel aussi, on parlait de la fanbase de ce monde du jeu, avec aujourd'hui les réseaux sociaux, des influenceurs en jeux vidéo qui ne sont pas forcément les gamers que l'on connaissait jusqu'ici. C'est que le moindre faux pas peut coûter très cher. Enfin, voilà, en fait, il faut savoir que Ubisoft on va Et dire, pour Ubisoft, comme pour toutes les- enfin, c'est particulier pour Ubisoft parce qu'ils ont quand même depuis quelques années une espèce de cible un peu sur le corps constamment, et Shadows en est l'exemple parfait, parce qu'effectivement le fait même qu'il propose un personnage qui a la peau noire, qui vient d'Afrique de l'Est, dont la légende n'est pas tout à fait aussi importante que ça en fait dans le Japon féodal, et donc ils se sont autorisés des libertés. Déjà à ce moment-là, il y avait un problème d'inclusivité pour les gens en tout cas qui ont un problème avec l'inclusivité, avec tout ce qu'on appelle le DEI, voilà, pour l'équité, etc. Et Ubisoft a toujours voulu transmettre quand même ces messages-là. Et donc, de fait, on a toute une frange des joueurs qui vient en grande partie de l'extrême droite, qui montre que, qui ne veut pas ce genre de jeu, qui n'accepte pas. Et donc, dès qu'Ubisoft fait quelque chose, et Ubisoft a un statut particulier dans ce débat-là, ils s'en prennent plein la poire. Mais effectivement, je pense que le fait est aussi que le jeu vidéo a vu son audience grossir, fait que, oui, il faut aussi accepter qu'il y ait ce genre d'avis tranché, justifié ou non, qui émane d'une certaine frange des joueurs. C'est un choix éditorial très clair. Après, c'est pour le pire et pour le meilleur. Il y a des gens qui vont être très contre, et on peut espérer qu'il y ait des gens qui apprécient au contraire l'approche éditoriale. Au Japon, c'est d'ailleurs davantage la manière dont les médias occidentaux parlent de ce faux débat qui est pointé du doigt, plus que le fait qu'on peut incarner un samouraï noir au Japon féodal. Un samouraï noir qui a d'ailleurs été le héros de plusieurs mangas, animes et jeux vidéo au Japon. Voilà, donc c'est pas un personnage inconnu quand même. Ubisoft n'a pas fait. Au-delà de ça, dans le jeu, on peut également jouer une japonaise, une héroïne japonaise, et on a largement tendance à l'oublier, puisque beaucoup de personnes déversent leur haine sur le fait qu'on aurait dû en fait avoir la possibilité de jouer un japonais dans le jeu. Par japonais, ils entendent donc un homme et un homme japonais, et ils oublient complètement qu'il y a bien une héroïne qui est de fait japonaise, mais simplement parce que c'est une femme. Là, c'est également l'occasion pour eux de déverser leur misogynie. D'ailleurs, la représentation des femmes dans les personnages, notamment de ce genre de jeu, progresse, Jennifer ? Alors ça progresse avec le temps. Avant, on était beaucoup plus sur des héroïnes très sexualisées, qui n'avaient jamais le premier rôle. C'était pas vraiment des héroïnes. Non, voilà, elles étaient des faire-valoir concrètement. Aujourd'hui, oui, on a de plus en plus de licences comme Horizon, la licence Horizon Forbidden West, merci. Zero Dawn également. On a évidemment Lara Croft que tout le monde connaît, mais pendant longtemps, Lara Croft elle a longtemps été très sexualisée aussi, et créée vraiment pour ce qu'on appelle le male gaze, quoi. C'est-à-dire qu'elle a été créée pour que les hommes puissent la regarder et apprécier ce qu'ils voient. Mais en même temps, récemment, on a aussi eu la sortie de Stellar Blade l'année dernière seulement, qui nous fait revenir dans une espèce de passé, alors que c'est un jeu absolument magnifique, ça on ne peut absolument pas le nier, mais il présente quand même une héroïne dont la seconde peau, son armure ou son costume, c'est sa seconde peau. C'est-à-dire que on voit très clairement tous les aspects de son corps, de toute son intimité. La manière dont elle bouge dans le jeu est aussi fait pour nous montrer que c'est destiné au regard masculin. Et en fait, ça nous fait revenir en arrière d'une certaine
certaine façon parce que c'est quelque chose qui n'apporte pas de valeur ajoutée au jeu. On ne refuse pas en fait la sexualisation des héroïnes. On préfère simplement que ce soit fait seulement à des fins précises dans le jeu. Là, le but c'était seulement de se rincer l'œil concrètement. Donc oui, ça évolue, mais voilà, de temps en temps, on a encore des exemples qui nous permettent pas de dire ça. Raphaël Granier, on voit des images de Shadows. Là, c'est vrai que pour les non-initiés, alors de ce que je comprends des images de la bande-annonce et quand on est dans le jeu, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas les mêmes finitions, hein, on est d'accord. Comment est-ce que concrètement on fabrique un jeu comme ça expliquez-nous, j'ai aucune idée de comment. Nous non plus. Alors le point clé quand on fabrique un jeu vidéo, c'est que on a recours à un nombre de corps de métier énorme. Ouais. Il faut des graphistes. Donc là même, on a parlé d'historiens. Il y a même des gens qui viennent se mettre sur une production de jeux vidéo qui sont inattendus. Mais on part d'un dessin ? Oui, alors il y a toute une phase de concept art dans lequel, avant de se lancer dans des images très sophistiquées, des artistes font des croquis pour se dire on va faire ça, on va faire ci. On démarre avec un papier et un crayon, a priori. Ouais, peut-être de moins en moins. Je dirais même un stylo pour avoir un concept narratif si jamais il s'agit plus d'un jeu narratif. De moins en moins, mais encore comme ça. Il y a toute la phase de concept dans laquelle on va poser toutes les bases du jeu. Qui demande une petite équipe, on n'est pas encore dans la grosse production. Évidemment, il y a beaucoup de développeurs avec beaucoup d'aspects d'informatique, et en particulier dans un jeu comme ça, d'informatique graphique. Il faut une des scènes du prologue où il y a un village en flammes. Les flammes, elles sont magnifiques et ça demande pas mal de réflexion et d'informatique derrière, du son, de l'image, puis après il y a même les aspects économiques. Donc fabriquer un jeu vidéo, c'est réussir à orchestrer des grosses équipes, pour des jeux de cette ampleur-là, des grosses équipes avec des corps de métier extrêmement différents, du plus technique au plus artistique. Et c'est un peu pour ça d'ailleurs que Ubisoft avait financé la chaire sur les liens entre les sciences et les jeux vidéo, parce qu'il faut vraiment aller de l'un à l'autre, du plus scientifique au plus artistique. Et il y a un côté chef d'orchestre aussi qui est hyper important, parce qu'il y a 1000 personnes qui bossent sur un jeu comme ça. On va revenir sur ce que vous faites à Polytechnique dans un instant. Je voudrais qu'on parle de l'intelligence artificielle. Elle ouvre un champ des possibles, Sylvain Trinel, infini, mais est-ce que c'est pas un peu à double tranchant pour l'industrie, justement ? Alors tout dépend pourquoi. Après, c'est comme dans n'importe quel univers culturel. Oui, l'IA va avoir un impact. On le voit déjà, il y a certains trailers qui sont faits avec de l'IA. Les voix vont parfois être faites avec de l'IA. Le but, c'est quand même de faire en sorte d'éviter les abus. Aujourd'hui, ce sont des acteurs ou c'est encore des acteurs. Il y a quand même des acteurs là en ce moment avec Touche pas à ma VF, qui est un groupe de comédiens de doublage en France qui se plaignent du fait que les pouvoirs publics ne leur répondent pas sur la question de l'IA. Et c'est vrai que le doublage pourrait être le premier concerné, en plus de notamment comme dans le cinéma. Comme dans le cinéma. Dans le jeu vidéo, il y a quand même pas mal d'expérimentations. Chez Electronic Arts, par exemple, a fait de l'IA pour modéliser le visage de tous les joueurs dans ces jeux de football et de football américain, mais ça va aussi dans la partie débugage, donc pour voir les problèmes qu'il y a dans le jeu. Donc il y a une première partie gérée par l'IA, et c'est en tout cas le souhait de Microsoft, et ensuite on a une équipe de ce qu'on appelle qualité et assurance pour voir si le jeu fonctionne bien, mais là en fait ça permet aussi de réduire les coûts, parce qu'on va réduire le nombre de personnes, et en fait clairement oui, l'IA va avoir un impact terrible, mais aussi un impact bon. Ubisoft utilise l'IA depuis très longtemps pour générer ses mondes. Enfin, c'est pas une nouveauté, mais il faut juste trouver les limites, en fait. Et ça peut donc probablement mener à des jeux qui sont de très mauvaise qualité parce que uniquement conçus par l'IA. Jennifer au-delà de l'IA, il y a aussi, pour moi, juste une question de nouvelles technologies. Si on prend l'exemple des NFT, vous avez beaucoup de joueurs et de joueuses qui sont absolument contre, en fait, l'idée de retrouver des NFT dans leur jeu. Est-ce que vous pouvez rappeler aux non-initiés ce que c'est qu'un NFT, s'il vous plaît, Jennifer ? C'est quoi exactement l'acronyme déjà ? Je sais plus. Non-fungible token. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Mais ça nous dit pas ce que c'est. Est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est ? Est-ce qu'on sait vraiment ce que c'est ? C'est des espèces d'objets qui vont créer des transactions financières derrière entre les joueurs dans la vraie vie. Donc c'est assez flou, on ne comprend même pas complètement l'idée. Et c'est vrai que c'est non seulement quelque chose qui effraie un petit peu. Moi, je sais que j'ai également travaillé en studio, et lorsque l'idée était à chaque fois de mettre des NFT, les équipes
Et les joueurs et les joueuses eux-mêmes étaient absolument contre parce qu'ils pensaient aussi que voilà, ça allait créer des transactions qui finalement allaient gêner aussi l'expérience de jeu. Et il y a beaucoup de personnes qui sont contre ça. Et juste pour revenir encore sur l'IA, on a eu l'exemple de Dontnod, qui avait une personne de Dontnod qui était business developer, qui avait dit qu'on pouvait éventuellement utiliser l'IA pour commencer à recréer de l'herbe de bonne qualité dans les jeux. Et en même temps, elle disait que ces herbes-là n'étaient pas très importantes alors que c'était des humains qui les faisaient. En fait, c'était de l'herbe. On en parle comme ça de manière très, très légère, mais de l'herbe de qualité dans un jeu, ça prend du temps à faire. C'est quelque chose que les joueurs et les joueuses remarquent lorsque c'est vraiment bien fait, tout comme l'eau, par exemple. On a des jeux où l'eau est absolument magnifique et on se demande comment est-ce qu'ils ont réussi à faire ça. Si on commence à faire en sorte que ce soit des IA qui prennent en main ces aspects artistiques, en fait, on ne retrouvera pas la même qualité, et c'est même certain. Donc, ce sera des choses qui vont être sacrifiées pour, voilà, par nécessité de coûts, etc. Et moi, à titre personnel, je trouve ça un peu dommage. Ouais. Un mot, Raphaël Granier, de ce que vous faites à Polytechnique, l'un des centres du savoir ici en France. Vous avez donc une chaire de sciences et jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce qu'on y enseigne? Qu'est-ce qu'on y apprend? Alors, donc encore une fois, c'était financé par Ubisoft. La volonté, c'était d'amener les ingénieurs vers l'industrie vidéoludique. Pour les jeux comme ceux la majorité des jeux dont on vient parler, qui sont des mondes ouverts et assez intelligents, il y a vraiment besoin d'ingénieurs très forts, très bien formés. Et donc voilà, donc Ubisoft s'est dit pourquoi pas aller dans la meilleure école d'ingénieurs de France pour essayer de récupérer des étudiants. Et pas que pour Ubisoft, pour toute l'industrie, c'était l'idée. Donc on apprend à nos étudiants à faire des jeux vidéo. On les envoie faire des écoles et des stages dans des endroits où on fait du jeu vidéo. Donc le point principal, c'était ça. Et à côté de ça, on a fait plein de choses. On a aussi fait des colloques dans lesquels on essaie de se rencontrer des scientifiques et des gens du monde vidéoludique. Et ils se respectent? Ils se respectent beaucoup. En France, on a un vrai problème, je pense, c'est que les choses sont extrêmement cloisonnées. C'est-à-dire que les écoles d'art sont d'un côté, les écoles d'ingénieurs sont d'un autre côté. Et donc, casser ces murs, c'est un de mes combats principaux, en fait. Casser ces murs pour que ces gens se rencontrent et commencent à travailler ensemble. Et l'industrie vidéoludique est une des premières qui a vraiment fait ça. Fait travailler des gens qui sortent des écoles d'ingénieurs et des gens qui sortent d'écoles d'art. C'est vraiment un des buts. Donc oui, bien sûr qu'ils se respectent et qu'ils s'apprécient et qu'ils ont plein de projets ensemble. Le problème, c'est plus qu'ils n'ont pas les occasions de se croiser. Et par exemple, notre dernier colloque, qui est une question aussi très importante dans le jeu vidéo aujourd'hui, était sur les liens entre les jeux vidéo et l'environnement. Est-ce que le consommer des jeux vidéo, c'est bon ou pas bon pour l'environnement? Est-ce qu'on peut véhiculer des messages sur la cause environnementale via le jeu vidéo? Donc toutes ces questions-là, c'est des questions très intéressantes. Et c'est le genre de cause dont on s'empare. Le poids écologique de l'industrie, il est fort aujourd'hui? Alors le poids écologique du numérique, globalement, il est en croissance, on ne va pas se mentir, mais il reste faible par rapport au poids des transports et de l'agriculture, qui sont les deux gros mastodontes de notre consommation et de notre production de carbone. Et donc oui et non, c'est-à-dire que non, ça coûte pas, le numérique coûte pas grand-chose. Il peut même faire économiser des choses. Si on voyage moins parce qu'on a accès à des choses via le numérique, et ben en fait le bilan carbone il est positif. Maintenant il est en forte croissance et par exemple si on allait sur un monde full NFT, la croissance serait très élevée. Si on se met tous à faire énormément de requêtes sur l'IA, pareil, tout ça augmente. Donc il faut faire attention. On part pas de très haut, mais il faut faire attention à ce qu'on n'aille pas trop haut sur ces questions-là. Il existe aussi des outils comme je pense à Gyros pour aider les développeurs à justement mesurer leur empreinte carbone et à faire mieux en interne, ce qui est pas négligeable. Finalement. On peut apprendre beaucoup de choses en jouant à un jeu vidéo. Raphaël Granier, vous travaillez aussi sur l'apport pour la science des jeux vidéo. On a parlé des jeux vidéo au moment de l'incendie de Notre-Dame. Alors disons un peu trop vite qu'on allait reconstruire Notre-Dame grâce à des jeux vidéo. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre des deux sens. Sylvain Trinel, le jeu vidéo peut nous apporter quelque chose collectivement dans la connaissance, dans le fait de figer nous emmener dans un Japon médiéval qu'on n'a jamais vu, etc. Il y a aussi cette... Bien sûr, et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de musées qui font des expositions à base de réalité virtuelle et qui permettent de nous projeter quelque part. Je crois que c'est au musée d'Orsay, dans mes souvenirs, qui permettait en fait de revenir à l'époque des impressionnistes avec un casque de réalité virtuelle et donc de se promener avec des peintres hyper connus, de voir la noblesse autour de nous, de faire comme si on était dedans. Ubisoft aussi l'a fait. C'est vrai que pour le coup, ils sont très, très volontaires en fait sur ce genre de choses avec leur
appli Discovery qui permet donc de se plonger dans les univers rencontrés dans Assassin's Creed. Aujourd'hui, je pense que clairement le jeu vidéo peut amener à se poser des questions sur l'univers. Moi, je me suis fait il y a très peu de temps Kingdom Come Deliverance 2 qui se déroule en 1418 dans mes souvenirs, donc au Moyen Âge, et en fait ça se déroule en Bohème. Voilà, c'est pas et en fait le jeu m'a tellement plu que derrière je me suis vachement intéressé au sujet et j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube sur le sujet, et je pense que beaucoup de gens font comme moi, et donc ça permet aussi aux joueurs un peu de s'élever psychologiquement et peut-être aussi de montrer aux gens que non, le jeu vidéo, c'est pas juste taper sur des gens, on va derrière s'informer. D'entrer vers autre chose. Un mot, parce que casque de réalité augmentée, Jennifer Lufo, ça me fait penser à quelque chose quand j'étais petite et que je jouais à Mario Kart sur la N, comment elle s'appelait, 64. Voilà, on s'imaginait quand on serait grand qu'on allait tous jouer qu'avec des casques de réalité augmentée et qu'on n'aurait plus de console. Je lis en préparant cette émission que la plupart des gens jouent d'abord sur leur smartphone. On n'en a pas parlé, mais bon, ce qu'on appelle des jeux casual, c'est ça, pour s'occuper dans le métro, et sur des consoles en fait on n'a pas non plus sur le support, on n'a pas eu de je crois que là, on n'a pas du tout une majorité de joueurs qui jouent sur PC, parce que c'est quand même l'élément le plus peut-être le moins accessible, je sais pas trop, mais j'ai l'impression que oui, c'est beaucoup plus facile en fait de jouer à travers son téléphone portable, son smartphone. C'est plus simple, on peut l'amener partout. Et puis aussi, on a accès à des petits jeux. C'est pas des jeux qui sont intimidants, donc c'est aussi plus accessible, mais pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de jouer à des jeux dits difficiles et qui du coup n'oseraient jamais s'appeler gamer, parce que le gamer, il joue à des jeux difficiles d'après alors que ce sont bien des joueurs. Voilà. Alors que ce sont tout à fait des joueurs. Il y a une forme de mépris entre les gamers et les... Moi, je travaille aussi pour une association afro-gameuse que j'ai fondée, et l'idée, c'est aussi de faire admettre à plein de joueuses qu'elles sont effectivement des gameuses, et c'est tout un travail, c'est un combat de longue haleine, honnêtement, parce que même si elles passent beaucoup de temps à jouer, j'en sais rien, même à Candy Crush, c'est ok, en fait. Dans ce cas, vous êtes considéré comme une gameuse ou un gamer. Voilà, je le dis aux téléspectateurs aussi en même temps pour qu'ils se l'approprient. Il n'y a pas de honte à jouer à Candy Crush. Non, absolument pas. Voilà. Absolument pas. Tetris, Candy Crush, tout y va, c'est très bien. Ah bah Tetris, évidemment. Dis-moi quel gamer tu es. Merci infiniment d'avoir participé à cette discussion. Tous les trois, Raphaël Granier de Castagnac, on joue à Exographeur, n'est-ce pas? Avec plaisir. De Siphon Games. Jennifer, merci beaucoup. Merci, on vous entend sur RFI. Afro-Gameuse, votre association. Et je rappelle que vous êtes consultante en authenticité narrative. Sylvain Trinel, merci beaucoup. On vous lit, on vous écoute. Tech & Co. Et on vous écoute aussi dans le podcast Manette à 3. Très bon jeu à tous les trois et très bonne journée. Nous on se retrouve juste après la pause pour la suite de Parlons-en.